Veuillez vous lever. La commission reprend. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Donc, on est prêt à Bonjour. poursuivre avec le Parfait. représentant du Le MCN. témoin. Donc, vous affirmez solennellement de dire toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Je suis Renée Giguère, secrétaire générale au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Merci. Votre témoin. Oui, bonjour, Mme Giguère. Bonjour. Vous nous avez remis une présentation qui guidera votre témoignage. Donc, il faudrait la coter pour la déposer en preuve. Donc, sous 12 P10. Parfait. Donc, présentation du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, datée du 1er mai 2025. Donc, Mme Giguère, à titre de secrétaire générale au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, quelles sont vos fonctions? J'appuie notamment, j'occupe cette fonction-là depuis le 19 avril 2022. En gros, j'appuie le ministre et son équipe. Je m'assure de centraliser, de coordonner les suivis de l'opérationnalisation des orientations et des décisions du ministre. Je m'assure également de faire les liens entre le cabinet politique et les équipes administratives. Je suis également, avec le support de mon équipe, évidemment, la porte d'entrée utilisée par les autres ministères ou organismes pour obtenir des informations liées à notre organisation. Ma compréhension et ma connaissance du ministère est très générale. C'est que j'ai la vision d'ensemble, mais je ne suis pas dans l'action quotidienne des services rendus par le ministère. Parfait. Merci. Vous, dans un premier temps, si vous pouviez nous parler de la création du MCN, de ses origines. Tout à fait. En fait, la volonté de créer un ministère de la cybersécurité et du numérique visait notamment à répondre à un besoin de performance de saine gestion des fonds publics. Pour y arriver, il a alors été proposé de regrouper au sein d'une entité les activités d'élaboration des politiques et des orientations en matière de ressources informationnelles, incluant la cybersécurité, qui étaient alors au secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que les activités de conception, de réalisation et d'exploitation des projets numériques et technologiques communs ou à portée gouvernementale qui étaient en grande partie assumés par Infrastructure technologique Québec, l'ITQ. Rappelons qu'ITQ avait elle-même été créée en septembre 2020 à la suite de l'abolition du CSPQ, le Centre de services partagés du Québec. Ainsi, à la suite des travaux liés au projet de loi 6, loi édictant la loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et modifiant d'autres dispositions, loi sanctionnée le 3 décembre 2021, le MCN a été constitué le 1er janvier 2022. Donc, le MCN est le résultat de la fusion des responsabilités et des ressources d'ITQ, un organisme qui était à l'époque sous la responsabilité de la présidente du Conseil du Trésor et qui avait son propre président, directeur général, et celle du sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information, de la transformation numérique du secrétariat du Conseil du Trésor, également sous la responsabilité de la présidente du Conseil du Trésor. Cette loi a également institué le Fonds de la sécurité et du numérique, puis a abrogé la loi Infrastructure technologique. Parfait. Donc, si je comprends bien, lorsqu'un ministère ou un organisme voulait acquérir des ressources informationnelles, il y avait le Centre des services partagés. Ensuite, il y a eu l'ITQ qui pouvait l'assister ou en tout cas qui devait intervenir. Puis ensuite, on s'en va au MCN. Arrive le MCN en 2022. C'est pas nécessaire. Bien, on va y revenir un peu plus loin. Parfait. C'est sûr, c'est moins, mais c'est plus dans des services, la création de fondations communes, pas nécessairement pour acquérir un... OK. Parfait. Service conseil. Ouais. Parfait. Maintenant, quelle est la mission du MCN? La mission, là, j'ai une diapo, mais je me suis proposé de lire intégralement l'article 1 pour être sûr de vous la lire au complet. Alors, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a pour mission d'animer et de coordonner les actions de l'État dans les domaines de la cybersécurité et du numérique. Il propose au gouvernement les grandes orientations en ces domaines, détermine les secteurs d'activité dans lesquels il entend agir en priorité et conseille le gouvernement et les organismes publics.
Il propose également au gouvernement des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec. Par sa mission, là, on n'est plus dans l'article 1, mais je tiens à préciser que par sa mission, le ministre doit assurer la cohérence et l'harmonisation des actions gouvernementales dans les domaines de la cybersécurité et du numérique. Il doit donc être associé à l'élaboration des mesures ainsi qu'aux décisions prises par les autres ministres dans ces domaines. Parfait. Pour nous donner une idée de la grosseur du ministère, donnez-nous quelques données budgétaires. Oui, j'ai suite à la diapo suivante. Oui, vos questions, j'ai de l'information sur la structure budgétaire. En fait, la structure budgétaire du portefeuille MCN se découpe en 2 entités comptables. Il y a soit le volet ministère, le MCN, puis il y a aussi le volet fonds spécial pour le Fonds de la cybersécurité du numérique, le MCN. Ces 2 entités ont des budgets distincts, c'est séparé. Pour le volet ministère, le budget de dépenses 25-26, évidemment sous le réserve de l'approbation des crédits, est de 319,9 millions. Cette somme inclut un montant de 253,4 millions pour les 3 programmes du budget de dépenses. Direction et administration, gestion des ressources informationnelles spécifiques, ainsi qu'un nouveau volet, c'est une responsabilité qui nous a été dévolue depuis le 1er avril 2025, c'est qu'on a rapatrié le secrétariat Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité au sein du MCN. C'est tout nouveau. À cela s'ajoutent aussi les éléments intégrés au fonds de suppléance qui va nous amener à 319 millions. C'est qu'on a eu des mesures budgétaires pour une somme de 52,1 millions, puis aussi une somme de 14 millions pour des infrastructures subventionnées qui sont liées surtout à nos nouvelles responsabilités là, pour le financement de tours cellulaires dans le cadre de l'opération couverture cellulaire. Les 3 programmes du budget MCN servent à des fins précises. Les 2 acétates donnent plus d'informations, mais je ne sais pas si vous voulez que je vous en fasse la lecture ou si c'est... Bien, peut-être juste sur la diapositive suivante, je pense que vous détaillez les différents programmes. Qu'est-ce que ça contient? Okay. Qu'est-ce que ça vise? Le programme 1, direction et administration, ça vise à allouer des ressources administratives nécessaires pour l'exercice de la mission du MCN et celles permettant d'assumer les différentes responsabilités. En outre, ça pourvoit au financement des fonctions de gouverne du MCN, notamment mon bureau et d'autres bureaux, évidemment. Elle permet la conception et la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des cadres de gestion relatifs à la transformation numérique et à la cybersécurité. Parfait. Le programme 2, gestion des ressources informationnelles spécifiques, ça vise à favoriser l'accélération de la transformation numérique en contribuant au financement des services en infrastructures technologiques lors de la conception et de la réalisation des projets majeurs. On peut penser notamment au programme de Service québécois d'identité numérique, mais aussi à d'autres projets. Puis finalement, le programme 3. C'est parce que c'est un nouveau. Désolée, merci de me rappeler. Avec le programme 3, ça vise à compléter les projets visant à offrir aux citoyens et aux organismes ainsi qu'aux entreprises situées en milieu rural un service Internet haut débit, là où il n'est pas offert, de qualité et à coût comparable aux services offerts en milieu urbain. Puis aussi, un autre volet, c'est de contribuer à améliorer la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire habité et du réseau routier du Québec, afin de répondre à des enjeux de sécurité et de connectivité sur le territoire, tout en contribuant à la vitalité économique des régions de façon durable. Parfait. Ensuite, il y a le fonds spécial dont vous nous avez parlé. Oui, le fonds, il y a un budget. Un budget, il est projeté parce qu'un fonds, ça s'équilibre avec des revenus, des dépenses. C'est que le budget projeté, il est... Je n'ai pas... L'autre page, mettons, la page précédente. Sur la diapo suivante. On va aller dans la précédente, oui. Oui, la précédente. La 5, oui. Mais pourtant, je l'avais... La précédente encore. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. On est à 15 millions. Oui. C'est ça. On projette d'obtenir des revenus de l'ordre de 660 millions. Et à ce moment-ci, on pense qu'il y aura des dépenses de 675 millions. C'est qu'on anticipe un déficit pour cette année, mais il y a des travaux qui sont déjà en cours avec le Trésor notamment, là, notre sous-ministre adjoint responsable de l'administration. Il y a un suivi là-dessus. Là. Dans le fond, si vous voulez savoir qu'est-ce que finance ce fonds, il y a des infrastructures. Ça finance les infrastructures technologiques ainsi que des systèmes de soutien commun des organismes, des services offerts par le ministre,
des projets ou des activités dans le domaine de la cybersécurité et du numérique. Puis sont notamment inscrits aux écritures comptables du fonds les sommes perçues pour les services qu'il fournit, ainsi que les dépenses liées aux acquisitions des biens nécessaires à la fourniture de ces services, puis aussi des sommes virées par un ministre ou par un organisme budgétaire. Fait que les deux entités comptables ont des modes de financement distincts, alors que pour le volet ministère, le budget est pourvu en totalité par les crédits votés. Le financement du volet Fonds spécial, le FCN, provient en grande partie de la tarification de nos services qu'on offre aux clients. Le FCN bénéficie aussi de financements spécifiques pour certains projets et services d'affaires en développement. Puis ce financement peut provenir soit du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale ou encore de contributions gouvernementales par le biais de mesures budgétaires ou d'un versement des crédits votés du MCN. Parfait. Si vous pouviez nous présenter l'organigramme du ministère, s'il vous plaît. Oui. La structure administrative, je vais, celle que vous voyez à l'écran, elle est en place depuis le 3 avril 2025. Elle fait suite à l'intégration au MCN des activités liées à l'Internet haute vitesse. Avec ces nouvelles responsabilités, c'est une trentaine de nouveaux postes qui viendront s'ajouter aux 2052 employés que comptait le MCN au 3 mars 2025. Parmi nos ressources, on a 8 titulaires d'emploi supérieur. Il y a le sous-ministre. Il y a 7 sous-ministres adjoints ou sous-ministres adjointes, ainsi que 129 gestionnaires. Il y a également 1915 employés non cadres. En proportion, 71 occupent des postes de nature poste professionnel et puis 29 sont des techniciens et personnels de bureau. Donc, la structure du MCN est composée du bureau du sous-ministre. Il y a 6 sous-ministériels adjoints puis 3 unités administratives qui relèvent directement du sous-ministre. Il y a également comme tous les ministères, il y a 2 unités administratives qui relèvent du sous-ministre par autorité fonctionnelle. La direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle, notre direction des affaires juridiques à nous, qui relève du ministère de la Justice. Et puis, il y a la direction des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif. Le dirigeant principal de l'information, c'est le sous-ministre? Oui. Parfait. Il est nommé, dans le fond, lorsque le sous-ministre du MCN est nommé par décret par le Conseil du ministre, il est non seulement désigné à titre de sous-ministre, mais également à titre de dirigeant principal de l'information. OK, parfait. Ensuite, si vous pouviez nous parler... Juste me répéter le nombre total d'employés au MCN? Juste me le 2052 employés au 3 mars 2025. Puis je comprends que ça, il y a une partie qui était au sous-secrétariat, Oui. au Conseil du Trésor, Oui. que finalement, ces ressources ont été intégrées chez vous. Oui. Puis est-ce qu'on en a de d'autres ministères également? Non. Bien, il y avait on a rapatrié toutes les ressources qui étaient à l'ITQ au moment de la l'ITQ fusion, aussi, puis avec oui. les gens qui étaient au sous-secrétariat du... Ouais. Puis avec votre nouvelle responsabilité sur l'Internet haute vitesse et la couverture, je ne me rappelle plus, mais votre dernière responsabilité, est-ce que vous avez rapatrié des employés Oui. aussi? Oui, 30 personnes. 30 personnes qui arrivent là. Parfait. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous offrez des services exclusivement au ministère et aux organismes. On peut en... Tantôt, vous avez parlé de clients. Là. Qui sont les principaux clients du Ben, MCN? Est-ce que j'y vais tout de suite ou on peut... Oui, on peut y aller. Présentation? La clientèle du MCN, service pour une fourniture de services. Il y a une section sur les services rendus auprès des clients corporatifs. Oui. Si vous souhaitez, ou sinon, on va y arriver. Sinon, On va y arriver dans une dizaine de diapositives. OK. Même pas. Essentiellement, votre ministère est financé avec les services que vous rendez aux organismes clients. Oui. Parfait. Puis juste avant d'arriver concrètement au service, si vous permettez, Monsieur le commissaire, là, il y a 4 lois qui sont sous la responsabilité du ministre. Quelles sont-elles, ces lois? OK. J'étais dans ma structure budgétaire, ma structure administrative. Je vais Vous aller- n'aviez pas terminé l'organigramme? Continuez. Continuez, pardon. OK, Je c'est pensais bon. que vous aviez Non. terminé. Non, ben, Allez-y. Non, j'ai... OK, c'est bon. Dans le fond, les unités qui relèvent du sous-ministre, bien, il y a mon unité à moi. Là, moi, en tout cas, j'ai peut-être fait une présentation trop détaillée. En tout cas, vous pourrez
me demander d'accélérer, là, je vais... la direction dans les directions qui relèvent directement du sous-ministre, il y a la direction générale du bureau du sous-ministre qui est la mienne et la secrétariat général. En plus de ce que je vous ai dit en amont, là, on coordonne les activités parlementaires, les traitements des plaintes, l'accès à l'information, l'éthique, ainsi que toutes les activités liées au plan stratégique, rapport annuel de gestion, ainsi que celles liées au plan d'action ministériel en différentes matières auxquelles le MCN doit donner suite, comme tous les autres ministères, comme par exemple le plan d'action sur le développement durable. Il y a également la direction générale de l'audit, des enquêtes et de l'amélioration continue, qui conseille le sous-ministre et assure l'organisation du comité d'audit du MCN, parce qu'on a un comité d'audit là, pour bien conseiller le sous-ministre. Elle réalise évidemment des audits internes, des audits de performance et des mandats prioritaires liés à la gouvernance et à la gestion des ressources informationnelles. Fait que c'est un secteur qui contribue beaucoup au projet en ressources informationnelles en allant s'assurer que les bonnes pratiques sont en place. Ça, c'est tout récent aussi, mais afin d'accélérer le développement des actions structurantes menées par le ministère et d'asseoir notre leadership auprès des organismes publics et de l'administration publique, ainsi qu'avec les provinces et territoires du Canada et même d'autres gouvernements ailleurs dans le monde, pour s'inspirer des bonnes pratiques et pour partager notre expertise, le sous-ministre adjoint au partenariat et aux stratégies gouvernementales relève directement du sous-ministre et travaille directement là, pour améliorer ses fonctions plus rapidement. Ce sous-ministre adjoint est également le chef gouvernemental de la transformation numérique. Vous allez voir tout au long de ma présentation, le ministère a un rôle ministériel, mais on a aussi un rôle gouvernemental, c'est qu'on est à comme deux niveaux. Donc, pour administrer l'ensemble des responsabilités dévolues au ministère, il y a 6 sous-ministériats adjoints. Je vais commencer par le premier à gauche, puis lui, je vais prendre un peu plus de temps pour cette équipe. C'est le sous-ministériat adjoint au dirigeant principal de l'information et à la gouvernance, parce que je pense que ces responsabilités, ces actions vont intéresser les travaux de la commission. Donc, la sous-ministre adjointe agit aussi à titre de gestionnaire des données numériques gouvernementales, fonction prévue à la LGGRI. Là, je vais parler souvent de la LGGRI, mais c'est la loi, vous savez c'est quoi. Okay. Bon. Ce sous-ministériat adjoint définit ou suggère au DPI les orientations et les stratégies de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles pour l'ensemble des organismes publics assujettis à la LGGRI. Elle assure la coordination du CGRI, c'est-à-dire le Comité de gouvernance en ressources informationnelles, lequel est sous la responsabilité du dirigeant principal de l'information, le sous-ministre du MCN. Ce comité est prévu à la LGGRI, ce n'est pas un comité administratif, il est prévu par la loi. À ce comité siègent tous les dirigeants de l'information des ministères et des organismes publics qui ont reçu l'autorisation d'en désigner un. En application de la LGGRI, il est prévu que chaque ministre désigne parmi les membres du personnel de direction qui relève directement de son sous-ministre et après recommandation du dirigeant principal de l'information, un dirigeant d'information pour son ministère, ainsi que pour l'ensemble des autres organismes publics relevant de son portefeuille. Toutefois, le ministre peut, sur recommandation du ministre responsable d'un organisme visé au premier alinéa, autoriser cet organisme à désigner son propre dirigeant de l'information. C'est notamment le cas pour la CNESST, pour Revenu Québec, la Sûreté du Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec, Retraite Québec, Santé Québec, ainsi que la Société de l'assurance automobile du Québec. Le secteur de ce sous-ministériat est également responsable de suivre l'application des règles qui encadrent les projets en ressources informationnelles et assure un accompagnement aux organismes publics. Elle veille également au financement adéquat des investissements et des dépenses en ressources informationnelles. Ce secteur est le principal contributeur à la rédaction du volume 5 du budget de dépenses, soit le plan des investissements et des dépenses en ressources informationnelles. Ce secteur suit également les inscriptions que font les organismes publics au SIGRI. Le SIGRI, c'est le Système intégré de gestion des ressources informationnelles. C'est la source de ce qui est publié au tableau de bord gouvernemental des projets en ressources informationnelles qui est accessible sur le site Web du Conseil du Trésor.
Ce tableau de bord présente à des fins de transparence l'état des projets dont le coût est supérieur à 500 000 $ et dont la phase d'exécution est débutée. Les données présentées au tableau de bord proviennent des organismes publics du Québec, lesquels demeurent imputables des informations qui y sont publiées. Les états de santé doivent être publiés annuellement au tableau de bord pour les projets non ciblés. Les projets non ciblés, c'est les projets autorisés par le dirigeant d'organisme. Ceux qui sont qualifiés, donc ciblés, la mise à jour du tableau de bord doit être faite à tous les mois. Pour qu'un projet soit qualifié, c'est un projet qui est autorisé par le Conseil du Trésor, le gouvernement, ou c'est un projet d'intérêt gouvernemental, ou il est inscrit au portefeuille de projets prioritaires du gouvernement que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique propose. Quand l'état de santé, quand c'est non respecté par les organismes publics, bien, ce secteur-là va faire des liens avec eux pour s'assurer que ce soit, comprendre les raisons pourquoi ce n'est pas publié, puis il va faire des relances, puis il va s'occuper que ce soit fait. Ça, c'est... Oui, si vous permettez. Mais est-ce que je comprends que le ministère n'a qu'un pouvoir de persuasion et de suivi par rapport à la non-publication? Publication, là, je vais évidemment valider ce que je vais vous dire là, mais selon moi, pour l'État, pour j'ai pas ce niveau de connaissance-là, je suis désolée, mais je crois qu'il y a seulement, on va faire des rappels, puis il y a comme une gradation, il y a les équipes se parlent, à un moment donné, ça peut être aussi une communication du DPI envers le DI qui va lui demander de faire la publication au tableau de bord, puis là, après ça, s'enchaînent des échanges, là, mais je pense pas qu'on peut ordonner que la personne... Le DPI, qui est souvenir sans titre chez vous, ne peut pas ordonner au DI de la SAC, par exemple, ou je me trompe? Bien, en fait, il y a un lien fonctionnel entre le DPI et le DI, mais le DI relève aussi de son premier dirigeant. C'est ça, qui est le PDG. Oui. Sauf que nous, il y a quand même, on doit faire il y a quand même une structure. Au niveau du CGRI, c'est sûr que le dirigeant principal de l'information, c'est lui qui aussi donne le ton au niveau des RI. Mais au niveau de savoir si on peut exiger que quelqu'un complète le CIGRI, donne les informations au CIGRI, on a des moyens, mais qu'on l'oblige, je vais vous revenir. Mais j'ai l'information, il y a des gens que je connais qui auraient ça. Je pourrais revenir très rapidement. Puis, historiquement, j'ai posé la question à M. Tremblay avant. Historiquement, avant la création du MCN, la fonction de DI existait bien avant, puis la fonction de DPI qui était au Conseil du Trésor existait avant. Savez-vous si le rôle ou le lien fonctionnel, il y a eu des modifications depuis la mise en service de votre ministère ou c'est resté sensiblement pareil? C'est resté sensiblement pareil, mais je crois qu'il y a un leader. Tu sais, nous, c'est notre mission à nous. C'est comme on est là pour ça. C'est qu'il y a comme, je pense, un. Tu sais, à la fin, on y voit dans. Non, mais je pose la question maintenant. Oui, je sais. Non, c'est correct, mais je n'ose pas. Mais c'est parce que dans les lois qu'on a amenées récemment, c'est qu'on est venu préciser des points qui étaient déjà à la LGGRI, mais on est venu amener un niveau. On a précisé des responsabilités. Fait que je pense qu'on a un rôle plus... On joue un meilleur leadership. OK, compte tenu de votre notre mission régalienne de l'État. On n'est plus un sous-secrétariat, là, sans dénigrer ce qui était fait avant, là, mais on est vraiment, là, comme disent les Anglais, hands-on. Oui, bien nous, c'est devenu... T'sais, la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, c'est comme devenu une mission régalienne de l'État. C'est comme la création du ministère, c'est comme aussi une vision que c'est important pour le gouvernement, tant la transformation numérique que la cybersécurité. Fait qu'on est une grande équipe pour mener à bien cette mission-là. C'est bon, merci. Réponds à ma question. Je continue? Allez-y. OK. Alors, l'équipe du sous-ministériat adjoint au dirigeant principal et à la gouvernance gère aussi l'encadrement du Centre québécois d'excellence numérique, une direction qui assure d'offrir de l'accompagnement pour les organismes publics pour qu'ils réussissent leur transformation numérique. Il gère maintenant aussi le programme du Service québécois d'identité numérique, que je pourrais vous donner plus d'informations plus tard.
Je continue, là, je poursuis avec le deuxième sous-ministériat adjoint. C'est le sous-ministériat adjoint au service à l'organisation et à la clientèle. Il offre au MCN les services là, en ressources humaines, financières, ministérielles et contractuelles. C'est également là que notre responsable de l'application des règles contractuelles œuvre. Il y a ce sous-ministériat adjoint-là a un rôle important aussi à l'échelle gouvernementale parce qu'il coordonne l'ensemble des activités liées à la fonction de courtier en info nuagique que joue le ministère pour le compte des organismes publics, fonction prévue à sa loi constitutive. C'est notamment ça un service qu'on élargit plus, il est offert aux municipalités, notamment là, le courtier en info nuagique. Fait on élabore un catalogue d'offres info nuagiques destinées à répondre aux besoins des organismes publics. Au niveau du courtier en info nuagique, on offre le service aux ministères et organismes, Assemblée nationale, aux entreprises du gouvernement, aux organismes municipaux et aux différents réseaux là, du gouvernement. Puis on est également responsable aussi, ce sous-ministériel-là, des relations d'affaires avec la clientèle du ministère, sujet que vous avez posé des questions qui seront abordées plus tard. Puis on s'assure aussi de combler il y a des ententes là, pour donner des services, c'est eux qui s'en occupent. Puis on assure aussi le bon fonctionnement et la disponibilité du système électronique d'appel d'offres SEAO, puisque le MCN est responsable de la mise en ligne, de l'hébergement, de l'opération et de l'exploitation de la solution. On a aussi le sous-ministériat adjoint à la gestion intégrée des ressources. Ce sous-ministériat adjoint gère principalement les activités en lien avec SAGIR, les solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources. On offre des services communs aux clients du MCN. Ces services sont la gestion de la rémunération, les avantages sociaux, les opérations administratives liées à SAGIR, etc. On fait aussi la gestion des demandes d'acquisition, la création de fiches fournisseurs au paiement des fournisseurs, l'enregistrement et conciliation du grand livre. Le quatrième sous-ministériat, c'est celui sur la sécurité de l'information gouvernementale et la cybersécurité. Ce sous-ministre adjoint joue également un rôle ministère, mais également gouvernemental. Il assure la fonction de chef gouvernemental de la sécurité de l'information et en ce sens peut, en fonction de la LGGRI, prendre des indications d'application qui sont des instructions que doivent respecter les organismes publics. Au niveau gouvernemental, il y a la responsabilité de définir les orientations en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité et d'accompagner les organismes publics pour le développement de leurs connaissances et leurs compétences en ces matières. On gère le Centre gouvernemental de cyberdéfense, lequel a notamment pour mission de surveiller et contrer les risques et les menaces auprès des organismes publics et les ministères. On prend en charge les vulnérabilités détectées au niveau gouvernemental afin de prévenir les incidents. Et puis, on va déployer les mesures si nécessaire afin de protéger les données gouvernementales. Le CGCD aussi gère un réseau, le réseau des centres opérationnels de cyberdéfense. Donc, dans chaque ministère et organisme public, il y a un COCD, un centre opérationnel de cyberdéfense, qui est chapeauté au niveau des règles et des orientations par le CGCD. On a également un sous-ministériat adjoint à la télécommunication et au centre de services. Il offre des services de télécommunication, transmission de données, la téléphonie, la visioconférence et les communications sécurisées pour la sécurité publique. Il est responsable du réseau gouvernemental de télécommunications, lequel visera à remplacer le réseau intégré de télécommunications multimédia appelé le RITM. On s'occupe également, ce sous-ministériat, du RENIR, le Réseau national intégré de radiocommunication, lequel est conçu pour soutenir le Plan national de sécurité civile du Québec, coordonné par le ministère de la Sécurité publique et pour permettre l'interopérabilité entre les usagers. Pour le ministère de la cybersécurité et du numérique, ce sous-ministre adjoint occupe le poste de dirigeant de l'information. C'est également lui aussi qui a intégré les activités du secrétariat à l'Internet haute vitesse. Le dernier, sous-ministériat adjoint aux infrastructures technologiques et à la bureautique.
Celui-ci offre au MCN et à ses clients des organismes publics des services en infrastructures technologiques et bureautiques pour le soutenir dans leurs activités. On va voir plus particulièrement les services qu'il offre dans quelques diapositives. Et puis, il y a notamment la responsabilité du programme de consolidation des centres de traitement informatique et de l'optimisation du traitement et du stockage, de l'hébergement des données au sein du nuage gouvernemental du Québec ainsi que des centres de traitement informatique. À la lumière de cette présentation, bien que 5 des sous-ministériels adjoints du ministère sont plus axés sur le numérique et qu'un seul soit dédié à la sécurité de l'information étant en filigrane de toutes les activités du MCN, il est difficile d'établir avec exactitude la part occupée par chacun de ces 2 grands domaines. C'était une de vos questions. Tout à fait. Merci. Ça va. Donc, on en serait rendu à l'encadrement juridique, les lois dont le MCN est chargé de l'application. Oui, merci. L'ensemble des responsabilités ou fonctions qui sont occupées par les différents sous-ministériels adjoints sont encadrés par les différentes lois, ainsi que c'est également le cas pour l'offre de services qu'on rend disponible, ainsi que l'encadrement en matière de ressources informationnelles qu'il exerce auprès des organismes publics. La loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique prévoit les différentes responsabilités du ministre, sa mission, ainsi que toutes les responsabilités du ministère. Il y a 3 lois sur la responsabilité du ministre qui prévoient de l'encadrement en matière de ressources informationnelles. La plus importante, c'est la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises, la LGGRI. Cette loi, c'est la principale qui guide les actions du MCN. Il y a beaucoup de choses dans cette loi-là, mais je vais vous en dire, je vais survoler quelques points. En gros, elle a pour objet d'instaurer un cadre de gouvernance et de gestion en matière des ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement, lequel vise particulièrement à permettre d'offrir aux citoyens et aux entreprises des services simplifiés, intégrés et de qualité qui s'appuient sur les technologies de l'information, incluant les technologies numériques, à optimiser la gestion des ressources informationnelles et des services publics en favorisant la mise en commun, notamment du savoir-faire, de l'information, des systèmes et des infrastructures. Elle vise aussi à assurer la protection adéquate des ressources informationnelles à des organismes publics, à instaurer une gouvernance et une gestion optimale des données numériques gouvernementales pour simplifier l'accès aux services publics. Elle vise aussi à assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles. Je n'ai pas dit tout, mais il y a beaucoup de choses, mais c'est principalement les grandes... Les grandes lignes. Oui. Cette loi, il y a un seul règlement qui a été pris à l'égard de cette loi. Il s'agit du règlement sur les modalités et les conditions d'application des articles 12.2 à 12.4. C'est le décret 1296-2022 qui encadre notamment les communications entre les différents intervenants en matière de cybersécurité ainsi que les communications à l'extérieur du Québec. La 3e loi, c'est la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, dont certains articles sont sous la responsabilité du ministre de la Justice. C'est une loi qui vise à assurer la sécurité juridique des communications effectuées au moyen de documents électroniques. Elle remonte à 2001, mais en gros, cette loi-là, son petit code, c'est le LCCJTI. Dans le fond, elle assure l'équivalence des documents et leur valeur juridique, quels qu'en soient les supports, ainsi que l'interchangeabilité de ces derniers. L'objectif de cette loi était de favoriser, est toujours de favoriser la confiance dans les échanges électroniques et de soutenir l'innovation technologique tout en protégeant les droits des individus et des organisations. La dernière loi, c'est la loi favorisant la transformation numérique de l'administration publique. C'est une loi temporaire d'une durée de 10 ans. Et puis, les pouvoirs prévus ne pouvant être exercés après le 10 octobre 2029. Elle a principalement pour objet de favoriser l'efficience et l'efficacité de l'administration gouvernementale et la mise en place d'outils nécessaires à la prestation des services publics optimaux. Ça, c'est nos 4 lois. Toutefois, en application de la LGGRI, un organisme public doit appliquer les orientations, stratégies, politiques, standards et directives, les règles ou les indications d'application prises en vertu de la présente loi. Ainsi... Ils sont à la diapositive suivante, si je ne m'abuse. Oui, effectivement.
Ainsi, le MCN possède divers objets d'encadrement en matière des ressources informationnelles, dont les règles relatives à la gestion des projets informationnels adoptées en 2022. Ça, c'est des règles qui ont été prises par décret. Et puis, c'est les règles qui sont prévues à la LGGRI. C'est pour encadrer, prévoir les conditions et les modalités de gestion des projets en ressources informationnelles, notamment les seuils d'autorisation des différents projets. Là, il y a la diapo suivante amène le tableau qui est publié aux règles et dans la Gazette officielle. C'est que vous voyez que pour le dirigeant, c'est... il y a des seuils, comment je pourrais organiser? Vous avez le groupe A. Donc, dans le fond, il y a le dossier d'opportunité qui est en haut, puis il y a le dossier d'affaires qui est plus bas. C'est que selon les montants, les seuils d'approbation du dossier d'opportunité ou du dossier d'affaires, en fonction du groupe d'appartenance de l'organisme public où on se situe, bien, on voit où est-ce que les dossiers... Comme admettons, si je prends le premier. Pour le dossier d'opportunité d'un dossier de moins de 20 millions, il peut être autorisé par le dirigeant de l'organisme... Il peut être autorisé par le dirigeant de l'organisme... Si ça ne vous dérange pas, je changerai d'exemple parce que je vais être obligée de le redire pour le dossier d'affaires. Prenez la deuxième section du dossier d'affaires. Désolée pour l'imbroglio. Si je suis, comme admettons, je parle pour mon ministère, le ministère de la cybersécurité et du numérique, quand je suis à rédiger un dossier d'affaires, quand j'ai préalablement été autorisée suivant l'étape du dossier d'opportunité, évidemment, bien, si j'ai un dossier d'affaires qui est de moins de 10 millions, bien, vu que je suis dans le groupe 1, mon organisme est dans le groupe 1, bien, c'est mon dirigeant d'organisme qui peut autoriser le dossier d'affaires. Si, par exemple, je suis dans le groupe 2, qui est là, je ne l'ai pas à l'écran, mais le groupe 2, il y a d'autres ministères, notamment le ministère Forêt de la faune et des parcs sont dans le groupe 2. Bien, eux, là, s'ils veulent se faire autoriser un dossier d'affaires, mais qu'ils évaluent qui était au coût de 7,5 millions, bien, ils vont devoir aller au Conseil du Trésor parce qu'il y a dans le fond, tous les dossiers du groupe 2. Quand le groupe 1, moins de 10 millions, tu es autonome dans ton ministère. Si ton dossier d'affaires est entre 10 millions et moins de 50 millions, bien, tu dois te faire autoriser ton projet par le Conseil du Trésor. Puis quand c'est 50 millions et plus, bien là, dans tous les cas, ça doit être autorisé par le gouvernement. Ça, c'est nouveau de la loi. C'était prévu à la loi en 2022. Le seuil de 50 millions d'aller au gouvernement, c'est nouveau. Est-ce que vous savez ce qui existait avant comme seuil d'autorisation? Je sais que le 50 millions n'existait pas. Je suis obligée de... Non. Vous ne savez pas. Parfait. Je sais pas. Puis, là, on parle d'autorisation du dirigeant du Conseil du Trésor du gouvernement, mais dans ce processus-là, maintenant, au Conseil du Trésor ou au gouvernement, quel est le rôle du MCN? Nous... Lorsque c'est à l'étape du dirigeant de l'organisme, c'est sûr qu'on offre le support, l'accompagnement, tout ça, puis on soutient les gens qui... Mais quand il y a le Conseil du Trésor, puis au gouvernement, il y a une formalité qui est importante pour... lorsque les organismes vont déposer au Conseil du Trésor, il y a différentes modalités. Puis là, ça va prendre l'avis du dirigeant principal de l'information pour tous les dossiers qui sont présentés devant le Conseil du Trésor puis le gouvernement. Fait qu'on fait, le DPI fait son avis. Le DPI de l'avis du DPI, à ce moment-là, va valider certains points. Tout à l'heure, Maître Tremblay parlait des budgets, puis c'est sûr que le Trésor aussi a une analyse à faire au niveau des sommes, la gestion financière, mais nous, le DPI va regarder plus, est-ce qu'il y a des bénéfices escomptés? Parce que dans nos règles aussi d'encadrement, on a un cadre de gestion des bénéfices qui a été pris en 2022. Fait qu'il faut que les dossiers, un projet amène un bénéfice. C'est important. Fait qu'on valide, est-ce que le dossier présenté amène un bénéfice? Est-ce qu'il respecte les paramètres? Est-ce qu'il respecte notre encadrement? Est-ce qu'il respecte notre stratégie gouvernementale de cybersécurité du numérique? Est-ce qu'il est en phase aussi? Est-ce qu'il respecte les normes de cybersécurité? Fait que le DPI fait une vigie de ça puis donne son avis.
favorable ou défavorable. OK, parfait. Très bien. Donc, je pense si vous avez terminé sur ces seuils d'autorisation-là, puis donc, je comprends, juste avant, je m'excuse moi-même, donc, il y a une autorisation en 2 étapes, donc l'étape du dossier d'opportunité, oui. Puis ensuite, il y a l'étape du dossier d'affaires. Oui. Êtes-vous capable de nous expliquer oui. à très haut niveau là, oui. Que visent ces 2 étapes-là? Bien, l'étape du dossier d'opportunité, je vais aller très généralement, c'est que dans le fond, il y a une étape, c'est ce qu'on appelle une phase d'avant-projet. Puis le ministère va évaluer tous les opportunités du dossier, bien, du besoin. Dans le fond, il faut que ça parte d'un besoin d'affaires, évidemment. Puis ils vont regarder toutes les opportunités qui sont possibles pour voir si c'est faisable, ça pourrait, en fait, quelles sont les opportunités. Puis à la fin du dossier d'opportunité, bien là, c'est présenté au dirigeant d'organisme. Si lui décide que c'est porteur ou que ça fait du sens, bien, il va l'autoriser. Donc, on va partir, là, on va tomber en phase de planification. Puis là, il va y avoir la rédaction d'un dossier d'affaires qui, là, va aller plus spécifiquement dans le besoin, puis il va pouvoir amener une meilleure évaluation des coûts, des bénéfices, des échéances. Okay. Parce qu'il y a une évaluation préliminaire des coûts dans le dossier d'opportunité. Oui. Puis, la stratégie contractuelle, si on veut, la structure de l'entente contractuelle entre le futur fournisseur puis l'organisme ou le ministère, c'est détaillé dans le dossier d'opportunité ou dans le dossier d'affaires? Là, vous ne le savez pas? Bien, théoriquement, quand on est à cette étape-là, on est en train d'évaluer le besoin, c'est qu'on ne sait pas aussi, puis après ça, il y a la rédaction d'appel d'offres. C'est que je pense que j'ai pas les compétences. Vous ne savez pas. Puis la structure de gouvernance du projet en ressources informationnelles, est-ce qu'elle est étayée dans le dossier d'affaires ou elle sera déterminée par la suite? Pour avoir participé à quelques-uns de mémoire, c'est détaillé. Dans le dossier d'affaires. Mais il faudrait valider là, plus précisément. Si vous souhaitez, je peux faire le lien. On pourra, si le besoin y est, faire les vérifications nécessaires. Donc, je pense qu'on en serait rendu à parler des catégories de services que le MCN offre. Vous nous en avez déjà parlé de certains, là, en décrivant les sous-ministériels. Oui, je vais pouvoir vous en... Oui. OK, désolé. Une très grande partie, comme je l'ai mentionné, on a une grande... la majorité de nos clients sont définis par l'application de la LGGRI qui prévoit ceux qui sont assujettis. Mais il y a certains décrets aussi qui peuvent, pour des services particuliers, qui peuvent aussi prévoir une clientèle spécifique. Mais en très grande majorité, les services sont offerts à l'intention des organismes publics qui forment l'administration publique. Puis le moyen qu'on prend, là, avant de décrire les services, afin de s'assurer que nos services répondent aux besoins réels des clients et des partenaires du MCN, bien, je tiens à préciser que le comité de gouvernance en ressources informationnelles a notamment comme fonction de recommander au ministre les services en infrastructure technologique et en système de soutien commun qu'il pourrait fournir, ainsi que d'identifier des opportunités d'optimisation, de partage et de mise en commun de services en ressources informationnelles et d'actifs informationnels, notamment en favorisant leur interopérabilité. Donc, on offre une 50aine de services aux organismes publics. Ceux-ci sont d'ailleurs publiés sur québec.ca. Il y a une page avec ces services aux organisations publiques, mais cette page-là, elle énonce les services des différents ministères et non pas exclusivement du MCN. Si je fais le lien avec une question qu'on a reçue de la commission, on nous demandait de décrire nos services de publicité. Les services de publicité sont sous la responsabilité du CAG, le Centre d'acquisition gouvernementale, et non pas du MCN. Donc, cette page-là n'est pas exclusivement au service du MCN. Fait que j'ai évidemment sous la main la liste complète des services qu'offre le MCN. Si vous voulez, je peux vous en faire l'énumération. Il y en a 50.
Je pense que... non. Non, c'est on ça. Va, on va raccourcir, je pense. J'avais prévu que vous Parce que disiez je non. vois encore l'épaisseur de votre pile de pages. Non. Concentrons-nous sur le service conseil et le soutien et le suivi des projets en ressources informationnelles. J'avais pas prévu vous la lire, j'avais juste prévu de l'offrir. Parfait, merci. Les 4 grands services, c'est... il y a les services en infrastructure et bureautique, notamment centre de traitement, les CTI, centre de traitement informatique, le traitement, le stockage de données, plateforme sécurisée de données. Pour ce qui est des services bureautiques, le MCN offre pour sa clientèle la gestion des postes de travail. En chiffres, pour vous donner une idée, c'est d'environ 18 000 postes de travail qu'on fournit le service technique aussi. Service de transformation numérique, j'ai parlé du courtier en info nuagique tout à l'heure. Les Données Québec, c'est un portail qui permet de publier des données ouvertes. Il y a le nuage gouvernemental du Québec, qui est un lieu d'hébergement pour les données numériques gouvernementales. Il y a le service d'authentification gouvernementale. Et ça, je vais en parler un peu plus loin parce que vous aviez posé une question quant au programme SKIN, s'il reste du temps. Il y a évidemment les services SAGIR et rémunération, lesquels incluent les services liés au centre d'assistance et de dotation. Donc, c'est les services de rémunération. À titre informatif, on traite plus de 2,2 millions de paix par année. Centre d'assistance en dotation, plus de 11 000 processus de dotation, 17 000 séances d'examen en ligne. Puis, on offre aussi de l'information de gestion en ressources humaines pour les données qui sont à SAGIR. Puis la dernière catégorie, services en télécommunication, en radiocommunication. Il y a le réseau gouvernemental de télécommunications. Il y a le RENIR. Le RENIR assure les services de radiocom aux organisations de police, sécurité civile, services publics. C'est plus, dans le fond, tous les services publics qui œuvrent dans le territoire au sud du 51e parallèle. Plus de 18 000 terminaux actifs avec une moyenne de près de 500 000 transmissions par jour. Est-ce que je comprends à la nomenclature des services que vous offrez qu'il y a les services que vous offrez et il y a votre rôle par ailleurs que vous jouez dans la gouvernance de la gestion des ressources informationnelles? Oui. C'est 2 choses. C'est 2 choses. Parfait. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. Parfait. Donc, à la diapositive suivante, si je comprends bien, la fourniture, la livraison des services dont vous nous parlez, c'est les services dont vous venez nous parler. Oui. C'est pas, il n'y a pas d'impartition pour la réalisation de projets aériens dans un ministère, par exemple. Non. C'est en lien avec les services que vous nous avez mentionnés. Non, c'est l'interprétation qu'on a fait de votre question. Il n'y a pas de souci. La pensée plus générale OK. Parfait. pour le ministère. Donc, on va passer à la diapositive suivante, où c'est la clientèle dont vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est la clientèle pour vos services, mais c'est aussi les ministères et organismes qui sont soumis à votre rôle de surveillance et de gestion des projets en ressources informationnelles. Oui, bien, on peut la regarder, mais c'est comme... Oui, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, c'est vraiment, il y a beaucoup... tout le monde est là. Tout le monde est... C'est ça, toute l'administration. Bien, au niveau, par exemple, des services, plus les services dont j'ai fait, qui intéressent moi, les travaux de la commission, on peut aller, on va comme aux municipalités, puis on donne même des services au gouvernement fédéral. Mais pour vraiment la gouvernance aérienne, bien, c'est vraiment à l'administration publique. Là. Vous ne dépassez pas... non. C'est ça. Ça ne s'étend pas aux municipalités, par exemple. Non. C'est ça. Parfait. Ça va être la même chose sur les autres clientèles selon les services, là, Assemblée nationale, entreprises du gouvernement, organismes municipaux, gouvernement fédéral. Ça, c'était pour nos services plus techniques. Pas de la gouvernance. Exactement. Parfait. Et si finalement on va à la diapositive 16, vous nous donnez l'exemple de la Société d'assurance automobile du Québec, à savoir lesquels de vos services, elle, utilise. Bien, en fait, c'est pas pour répondre à votre question, c'est que dans le fond, nous, nos relations, vous nous demandiez quels sont les services qui sont utilisés. Bien, c'est des services d'infrastructure technologique, de rémunération, de radiocommunication et de télécommunication. C'est que vous voyez les services qu'utilise la SAC, les services du MCN. Parfait. Et
diapo 17. Donc, il y a 2 ententes en vigueur avec, entre le MCN et la Société d'assurance automobile du Québec, dont une qui impacte directement le projet CARA et SAAQ CLIC. Donc, voulez-vous nous parler de ces 2 ententes-là? Oui. Bien, la première, c'est l'entente globale des services conclus et services plus administratifs. Là. La deuxième, c'est une entente de vérification de l'identité de niveau 2. Elle a été conclue en 2023. C'est pour C'est en lien avec le service d'authentification gouvernementale. La prestation électronique de service de la SAC a besoin d'un niveau 2 d'authentification. Puis pour certaines personnes, ils n'ont pas, pour différentes raisons, ils ont de la difficulté à s'authentifier en ligne ou ils ne peuvent pas le faire seuls ou ils ne veulent pas le faire seuls. C'est un libre choix. Bien, on a pris une entente avec eux. Puis la personne peut être référée dans les comptoirs de la Société de l'assurance automobile pour faire la validation de niveau 2. C'est ça, ce dont nous parlait le représentant de la SAQ hier. C'est qu'ils, non seulement la SAQ utilise le système de rappelez-moi le nom, je m'excuse. Là. Le service d'authentification gouvernementale, qui est un des Mais il collabore aussi à la mise en œuvre de ce système-là en permettant aux gens d'aller s'identifier en personne à un bureau. C'est ça. Ça va? Parfait. Merci. Et donc, ensuite, à la diapo 18, les principaux projets en ressources informationnelles, c'est en lien avec vos différents services. C'est bien ça? Exactement. Oui, bien aussi, mais il y a le programme de consolidation des centres de traitement. Bien, je ne sais pas si vous voulez que j'en donne plus d'informations, c'était quand même dans vos questions, mais c'est à vous, vous pouvez me guider. Pour les deux derniers, là, pour le projet SKIN, la CETAT suivante donne plus d'informations parce que c'était également une de vos questions, mais si vous voulez, je peux donner un descriptif rapide de ces 4 grands projets, si vous le souhaitez. Oui, bon, passons aux 2, je pense, qui nous intéressent plus, là, SKIN et tout à fait. Accès bonifié, là, puis identité numérique. Donc, je vous laisse aller sur ce programme. Dans le fond, le programme du Service québécois d'identité numérique, en fait, il y a une différence entre un programme et un projet. Un programme, c'est un ensemble de projets dont la gestion est coordonnée afin d'obtenir un ensemble de bénéfices qui seraient autrement impossibles à obtenir si chacun de ces projets était géré distinctement l'un de l'autre en vase clos. C'est que le Service québécois d'identité numérique, c'est un programme. Il vise à propulser le citoyen dans l'ère du numérique en lui procurant une identité numérique de confiance, ainsi qu'en lui simplifiant l'accès aux services gouvernementaux. Le SKIN réalisera la mise en place des fondations innovantes en proposant une expérience numérique qui deviendra à terme, et suivant la réalisation des différents projets qu'il compose, le moyen privilégié pour interagir avec le gouvernement. Avant d'aller dans les blocs, je tiens à préciser que bien que le ministère offre aux citoyens la possibilité d'avoir une identité numérique, sa loi l'oblige à s'assurer de ne pas causer la fracture numérique. En 2022, on a cette obligation-là aussi. On a l'obligation d'assurer la transformation numérique, mais on a aussi l'obligation de ne pas causer la fracture numérique. Considérant ça, bien, c'est sûr qu'il y a l'identité numérique citoyenne sera non seulement, on va accompagner les gens qui le souhaitent là-dedans, mais si quelqu'un qui ne voudrait pas avoir l'identité numérique pour ses raisons personnelles, bien, ce sera toujours un choix pour le citoyen. Donc, les blocs. Vous voulez les 2 et 3. Bien, le bloc 2, c'est le bloc 1. Le bloc 2, l'accès bonifié aux prestations électroniques de services citoyens. Bien, le bloc 1, ça va être le pendant pour les entreprises. Le bloc 2, lui, ça fait l'autorisation, est en réalisation. Il a obtenu l'autorisation du Conseil des ministres. Puis même, il sera terminé sous peu, parce que le projet, l'autorisation de mémoire, ça se termine en mai 2025. Mais de toute façon, on est en opération, ça va bien. Puis, ça va être en exploitation. Puis le bloc 3, identité numérique citoyenne, qui a fait l'objet de l'autorisation aussi du Conseil des ministres, est en réalisation, permettra de fournir aux citoyens un portefeuille numérique et des attestations.
À terme, preuve d'âge, équivalence, preuve de conduite, ça, c'est à définir. En toute transparence, je vous dis une décision a été prise de le suspendre temporairement, ce projet-là, pour 2 raisons. Le ministre actuel, et tout comme l'ancien, souhaite absolument faire une consultation citoyenne pour obtenir l'opinion des gens. Puis parallèlement à ça, il y a un projet de loi qui est en cours qui vise aussi à prévoir l'encadrement et la gouvernance de l'identité numérique nationale. Fait que l'un dans l'autre, on préfère un peu suspendre le projet pour s'assurer qu'il va répondre plus aux préoccupations puis aux règles actuelles. Ensuite, si on passe à la diapositive 20. Oui, ça, c'était pour vous donner plus d'informations pour le service d'authentification gouvernementale. Bien, ça, c'est les statistiques au 24 avril. Il y a 8 organismes qui utilisent le SAG pour 15 prestations électroniques de services. C'est que ça, c'est les chiffres. C'est que vous voyez que depuis sa création en février 2020, sa mise en service en février 2023, il y a quand même eu 27 millions de nombre de connexions réussies. Et puis, on était à plus de 2,3 millions d'utilisateurs ayant complété la vérification d'identité de niveau 2. Parfait. Ensuite, à la diapositive suivante, vous nous... Je viens de l'énoncer. C'est ça. C'est que dans le fond, c'est pour dire que les citoyens ont accès à ces prestations électroniques de services-là par le biais du SAG. Merci. Et finalement, les lois qui ont été adoptées à l'initiative du MCN. Oui. Il y a le projet de loi 38 qui a été... Là, nous, on est remonté jusqu'à 2017. C'est que le projet de loi 38 qui a été sanctionné le 6 décembre 2023 a donné au ministre la responsabilité de proposer au gouvernement un portefeuille des projets prioritaires en ressources informationnelles afin que soient établies les priorités gouvernementales au regard de la transformation. On demande aussi aux organismes publics responsables de prioriser la réalisation des projets visés par les priorités gouvernementales. Dans le fond, c'est qu'on vient, quand je vous disais tantôt qu'on est venu préciser des choses depuis notre création, c'est que le ministre passe au gouvernement. Il y a un portefeuille de projets qu'on envoie au Conseil des ministres. D'ailleurs, on va le déposer incessamment c'est prévu par la loi tous les années. Puis aussi, on demande au ministre de prioriser ces projets-là, parce que pour être sûr qu'il y a comme une cohérence dans l'action. Cette loi prévoit aussi différentes mesures ayant pour objectif de rehausser et d'uniformiser les pratiques en matière de cybersécurité. Puis ça confère au ministre le pouvoir d'ordonner, dans certaines circonstances, un organisme public de retirer de ses infrastructures et de ses systèmes tout logiciel ou application ou tout autre actif informationnel qu'il détermine. Puis on pourrait aussi autorise notamment le gouvernement à prévoir, sur recommandation conjointe du ministre du MCN et du ministre chargé de l'application de la loi qui régit une entreprise du gouvernement, que certaines dispositions de la LGGRI relatives à la sécurité de l'information s'appliquent en tout ou en partie. Il y a une autre loi aussi, c'est la loi édictant la loi sur le ministère, notre loi constitutive. Bien là, elle prévoit les missions et les responsabilités du ministère. Puis il y a le projet de loi 95. Ça a été un gros changement pour la LGGRI. Il a été sanctionné en juin 2021. Ça a introduit des obligations d'assurer la sécurité des ressources informationnelles détenues. Ça a introduit aussi le plan de transformation numérique. Ça a l'introduction des sources officielles des données numériques gouvernementales, ainsi que les nouvelles fonctions du DPI, soit le chef gouvernemental de la sécurité de l'information, le chef gouvernemental de la transformation numérique et puis le gestionnaire des données numériques gouvernementales. Avant ça, en 2017, il y avait eu la loi renforçant la gouvernance de la gestion des ressources informationnelles et des organismes publics. C'était avant le MCN. Elle a été sanctionnée en décembre 2017. À votre connaissance, c'était quoi les changements majeurs en 2017 à la loi? Elle est venue modifier les règles de gouvernance et de gestion en matière des ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises. Puis la loi modifie les fonctions et la composition des dirigeants de l'information, notamment en accentuant le rôle du dirigeant principal de l'information. La loi prévoit
Oui, puis là, avant ça, il y avait des dirigeants de l'information, il y avait des dirigeants des réseaux de l'information, puis des dirigeants sectoriels de l'information. C'est que là, la structure est devenue plus claire. DPI, DI. Est-ce que la loi est-ce qu'elle a fait en sorte de renforcer la loi en matière de reddition de comptes à votre connaissance personnelle? Ma connaissance personnelle, non, mais par exemple, si vous le souhaitez, je peux voir avec nos équipes puis revenir auprès de la commission par écrit ou à votre convenance. Faire l'engagement, s'il vous plaît. Puis, les projets de loi en cours, c'est aussi une de vos questions. Bien, il y a la loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions, est présentement à l'Assemblée nationale. On est à l'étape de l'étude détaillée. Et si je comprends bien, en lien avec la question du commissaire, là, pour la reddition de comptes et le suivi en matière de projet RI, si on revient au début de votre présentation, c'est le premier sous-ministériat qui est chargé de faire cette analyse-là du suivi. Donc, est-ce que... Je vais être encore plus précis. En quoi c'est venu modifier l'article 15 de la loi? Le projet de loi 2017? Oui. Parfait. C'est noté. On vous revient promptement. Très bien. Et puis, finalement, je comprends qu'à ce jour, depuis sa création, c'est le MCN qui a la responsabilité de faire le suivi de la reddition de compte du projet en ressources informationnelles de la SAQ. Attendez, je pensais en général, j'ai répondu vite. Pouvez-vous reposer votre question, s'il vous plaît? Le projet qui fait l'objet de la commission, oui. Est-ce que depuis la création du MCN, il est sous le suivi de la reddition de compte est sous la responsabilité du MCN? Bien, en fait, là, il y a une particularité, ce dossier-là, parce qu'il a reçu, puis là, c'est sûr que c'était pas dans les questions, mais je le sais parce que nous avons été interpellés par les médias, donc on a fait une réponse. Le projet auquel vous faites référence a été autorisé par son conseil d'administration en 2017. Au préalable, en 2014, les dates à valider, il y avait eu une permission, un décret d'exclusion. En vertu de l'article 5 de la loi. OK. Alors, le gouvernement peut, sur recommandation du ministère de la Cybersécurité, on change le terme là, parce que le ministère n'existait pas, et du numérique soustrait à un organisme public ou une catégorie d'organismes publics visé l'article 2 ou à une entreprise du gouvernement visé l'article 4 de l'application en tout en partie de la présente loi. Ce qui veut dire que, par décret, le gouvernement peut soustraire totalement un organisme public ou en partie des dispositions de la loi, notamment des règles de gouvernance et de reddition de comptes. Je me trompe? Je me trompe pas. Puis, il y a eu, ils ont été exclus en 2014. Le projet est autorisé en 2017. La loi dont vous venez de faire référence a été prise en 2018. Mais à ce moment-là, il y a les règles qui découlent de la loi. Et il y avait une exemption aussi. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de suivi. Selon ce qu'on vient de dire, bien, il n'y a pas le MCN n'a pas amené un rôle comme il ferait avec d'autres dossiers, incluant les nôtres. Là, nous, on s'impose nos règles aussi, évidemment. C'est ça. Mais mais contrairement à si maintenant la SAQ avait un nouveau projet en ressources informationnelles qui rencontre les seuils que vous avez mentionnés tout à l'heure, le MCN assurait le suivi et la gouvernance et de la gestion de ce projet en ressources informationnelles. Ce serait un projet, mettons, de 50 millions. Ça deviendrait un projet qualifié. Alors, il y aurait l'obligation de faire état de la santé du projet au tableau de bord tous les mois, puis il y aurait le suivi comme les autres, autres projets. Moi, je dois penser à plus loin, puis je pense déjà aux recommandations. Peut-être tôt, là, mais je dois y penser. Quand je lis, puis je ne veux pas vous emmener tout de suite dans ce projet-là, mais c'est dans la loi. Donc, vous êtes le ministre ou la ministre, etc., est responsable de l'application de cette loi-là, de votre ministère. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Cybersécurité, soustraire un organisme public ou une catégorie d'organismes publics visés à l'article 2 ou en entreprise, je relis encore, donc le gouvernement la loi prévoit qu'il doit y avoir une recommandation du ministre ou de la ministre en tant que telle. Êtes-vous en mesure de nous dire, ce serait quoi le cas de figure? Pourquoi le ministre, quand on a une loi, justement, comme celle-là, de reddition de comptes,
qu'on joue avec les deniers publics de gros projets, ce serait quoi? Qu'est-ce qui justifierait une recommandation du ministre? Bien, je vous dirais que moi, depuis mon arrivée au MCN en 2022, même si je ne suis pas dans l'application de la LGGRI, je suis quand même au courant des Tout à fait. dossiers. Pour ça, je vous pose J'ai la question. jamais entendu parler d'un dossier qui pourrait faire l'objet d'une dérogation, Même si la loi le prévoit. même si la loi le prévoit. Ou, ben, C'est pas dans vos cartons actuellement. pas dans les miens. Parfait. Ben, ça répond à ma question. Merci, j'ai pas d'autres questions. Autre question? Alors, restez, je vais demander au parti, suite aux questions de la présentation, peut-être en complément de mes questions, si vous avez des... Faites la prise. Pas de questions. Parfait. Représentant du procureur général, Pas de questions, merci. reste à vous remercier beaucoup. Merci. Fort éclairant justement pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une petite légère pause parce qu'il faut avancer. Là. Alors, je reprends à 11h30. Est-ce que ça vous convient? Et Tout à fait. 11h22. Merci. Merci, je vois que la témoin est dans la salle. Parfait. Merci.